Chronique américaine avec Valérie Baudouin et Raphaël Jacob. On va d'abord faire le point sur une tuerie qui est survenue plus tôt aujourd'hui dans une église située dans le sud de Minneapolis. Donc, le tireur serait décédé. Valérie, par contre, il y aurait plusieurs victimes. Oui, au moins 2 enfants qui sont décédés. Il y a eu un point de presse vers midi, entre autres des services de police, parce que lorsqu'on a entendu ça ce matin, je pense qu'on était plusieurs à se dire, bon, on espère que c'est une fausse information parce que des histoires de tireurs qu'on a vues dans des écoles, des fois, c'est pas fondé. Il y en a eu plusieurs la semaine dernière, d'ailleurs. Mais là, malheureusement, dans ce cas-ci, je vais dire encore une fois, pour la combienième fois, on a ça dans une école avec des victimes aussi jeunes que 8 et 10 ans. Il y a d'autres enfants qui étaient dans un état critique aussi lorsqu'on a eu le point de presse. Et le maire de Minneapolis, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit, en ce sens qu'il disait, écoutez, ça peut pas juste être, tu sais, thoughts and prayers. Alors, pensées et prières qu'on voit après chaque fusillade comme ça dans une école, après chaque tuerie. Il disait, ces enfants-là étaient justement en train de prier. Alors, non seulement on a attaqué des jeunes enfants dans un lieu de culte, dans une église. Alors, c'est vraiment... on est sans mots, encore une fois, là. C'est terrible. Voici la réaction, Raphaël, de Donald Trump. Il a publié quelque chose, un commentaire sur Truth Social, en parlant notamment de l'intervention du FBI. Donc, j'ai été informé de la fusillade tragique de Minneapolis. Le FBI est intervenu rapidement et est sur place. La Maison-Blanche va continuer de suivre cette terrible situation. Veuillez vous joindre à moi. Bien, justement, c'est ce que disait Valérie, pour prier pour toutes les personnes impliquées. Politiquement, c'est quoi la position ou comment ça peut affecter Donald Trump, Raphaël? De façon marginale, pour pas dire presque inexistante. Soit en passant, avant d'aller plus loin, Valérie parlait du nombre de fois que ça arrive. Si on sort du contexte des écoles, évidemment, plus tragique peut-être que n'importe quel autre contexte, on est rendu au 27e jour du mois. On en est rendu avec celle-ci là, à 29 fusillades de masse aux États-Unis. Et c'est la deuxième dans la même région en 2 jours. Et 29 en 27 jours, ça vous dit? 29 fusillades de masse, pas fusillades, fusillades de masse dans lesquelles il y a au moins 4 personnes qui sont atteintes par des projectiles depuis seulement le début du mois d'août. Et ça, là, la moyenne de 1 ou souvent plus que 1 par jour, c'est la même. Mois après mois, année après année. Et ça ne change pas. Certains vous diront, parce que les démocrates ne changent pas de position sur la question de la santé mentale, plusieurs autres vous diront que c'est surtout parce que les républicains, eux, incluant M. Trump, ne changent pas leur position sur le contrôle des armes à feu. Et spécifiquement sur cette dernière variable, gardez en tête très souvent l'argument qui est donné par les opposants du contrôle des armes à feu, précisément, justement, lorsqu'il y a des fusillades dans des endroits comme des églises, comme des écoles. Ce qu'on dit, c'est on n'a pas besoin de contrôler davantage les armes. Tout ce qu'on a à faire, principalement, c'est armer davantage les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont déjà des figures d'autorité, que ce soit, par exemple, des enseignants ou des gardiens. Là, de ce qu'on en comprend dans ce cas spécifique-ci à Minneapolis, le tueur aurait tiré de l'extérieur de l'Église. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de commencer à établir des périmètres avec des gardiens qui sont armés jusqu'à combien de mètres ou de kilomètres autour? Il y a cette question-là qui va peut-être être posée, mais sur le fond, ça ne fera pas avancer le débat. Juste une précision. Quand vous dites les démocrates sur la santé mentale, leur position sur la santé mentale, c'est quoi leur position des démocrates sur la santé mentale? Ça serait long d'entrer dans tout le débat, mais il y a plusieurs critiques depuis des années, surtout depuis que ce genre d'horribles fusillades se multiplient, qui disent qu'il y a eu trop de désinstitutionnalisation de personnes qui sont en circulation libre alors qu'ils ont de très graves problèmes de santé mentale. Donc, c'est controversé. Et évidemment, il y a une très grande récalcitrance à aller en sens inverse et à forcer plutôt à les réinstitutionnaliser, si on veut. Valérie, M. Trump tient aujourd'hui une réunion pour élaborer un plan, semble-t-il, complet pour l'après-guerre à Gaza. Est-ce qu'on a des détails? On a très peu de détails, mis à part qu'on a encore une fois baissé un peu les attentes en se disant que c'est pas aujourd'hui qu'on va régler le dossier. Ça démontre quoi? Qu'on veut encore avoir une présence, un leadership de la part des États-Unis, qu'on veut avoir son mot à dire ou être là, je sais pas quel rôle un peu de médiateur. On a ici à plusieurs reprises, on se souvient, la libération des otages. Il y a eu des moments, on s'en parlait, je pense, la saison dernière d'ailleurs, où Donald Trump et son administration, mais plutôt son administration, avait négocié directement pour que des otages soient libérés, sans même passer par Netanyahou en Israël. Alors, les États-Unis ont toujours été impliqués quand même dans ce qui se passe. Là, avec la fusillade et tout ce qui est arrivé, j'ai hâte de voir comment peut-être ça va bouleverser l'agenda politique aujourd'hui, mais les gens de l'administration, dans différentes entrevues et interventions, ont dit on veut régler ça d'ici la fin de l'année. Alors, il n'y avait pas de... Régler ça étant le conflit. la guerre? La guerre, oui. Rien de moins d'avoir un cessez-le-feu, un arrêt des hostilités. On a essayé à combien de reprises dans à peu près les 2 dernières années d'avoir des cessez-le-feu qui ont été de
très, très courte durée, où il y a eu de part et d'autre là, des choses qui se sont passées. Donc, énormément de pression, oui, en Israël, la pression encore aux États-Unis. Donald Trump qui a aussi, quand on parle l'expression, tu sais, avoir trop de chaudron sur les ronds de poêle, je ne sais plus trop c'est quoi l'expression québécoise, mais on a plein de trucs à gérer. Il y a d'un côté l'Ukraine, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier Israël. J'espère qu'on n'aura pas une proposition à la Riviera Gaza encore une fois. Bien, c'est ça que j'allais demander. Dans l'après-guerre Gaza, Monsieur Trump a déjà évoqué cette fameuse Riviera Gaza. C'est toujours dans les plans, ça, Raphaël? C'est une bonne question. À quel point c'est sérieux? Ça aussi, c'en est une autre. Soit dit en passant, c'est assez spécial qu'on se parle de l'après-guerre aujourd'hui, alors que seulement depuis le début de la journée qui est en cours, on dénombre environ une cinquantaine au moins de Palestiniens qui auraient été tués par des frappes israéliennes. Donc, en plus de la crise humanitaire, la famine à Gaza. Les journalistes tués. Et exact. En plus de ça, donc, qui sur le terrain pense vraiment à l'après-guerre et qui dit après-guerre, soit dit en passant, ne dit pas nécessairement synonyme de paix. Parce qu'imaginez un instant toute l'animosité, toute la rancœur qu'il va y avoir, même à partir du moment où on arrête de tirer. Et l'autre variable qui est fondamentale et à laquelle personne du côté de l'administration américaine semble vraiment avoir une réponse claire ou convaincante présentement, c'est même s'il y avait un cessez-le-feu, mieux encore, même s'il y avait une fin totale des, entre guillemets, hostilités, de la violence sur le terrain, qui exactement serait en contrôle de cette région-là? Oui, bien, il y a plein de questions à régler avant de penser à l'après-guerre. C'est ça. Voilà. OK. Donc, d'ici la fin de l'année, c'est ce que des conseillers laissent entendre. C'est ça, Valérie? Oui, on réglerait, il y aurait au moins cessez-le-feu. On n'est même pas dans l'étape de l'après-guerre. On est dans l'étape de mettre fin à la guerre. On crée certaines attentes. Parlez-moi de la controverse autour de la chaîne américaine de restaurants Cracker Barrel. Pour en parler, je pense qu'on a les logos là, qui ont été modifiés. Donc, le logo original de Cracker Barrel contenait un homme en salopette accoudé sur un tonneau. Le nouveau logo avait fait disparaître l'homme en salopette et le tonneau. Puis là, ils sont revenus à l'homme en salopette, si je comprends bien, Valérie. Oui, ce qu'on appelle le old-timer sur ce logo-là. Pour les gens qui n'ont jamais visité un Cracker Barrel, c'est vraiment le poulet frit, ce qu'on appelle les biscuits. C'est de la cuisine du sud des États-Unis. C'est décoré de façon très country. Là, je ne sais trop comment le décrire autre que ça. Et là, ce qu'on disait, puis la critique était, oui, on veut moderniser, mais c'est trop. Les gens de la droite de MAGA en particulier... Ils ont été accusés de wokisme. Oui, exactement. Mais il y a même eu des voix du côté démocrate en disant, ben non, nous, on aime ça, Cracker Barrel, on veut que ça reste comme ça. Alors, il y a des voix qui se sont soulevées. Il y a tellement eu de pression. Donald Trump en a fait sa mission personnelle. Il en parlait souvent sur Truth Social, entre autres. Et on est revenu au logo. On a dit, on a entendu ce que vous avez dit et on a décidé de revenir. Et ça, bien sûr, c'est du grand Donald Trump. Il a mis ça il y a quelques heures. C'est lui qui a publié. Oui, sur Truth Social. Alors, un baril de pétrole, Donald Trump et America First. Je ne sais, je vais terminer avec juste cette image et laisser la parole à mon collègue là-dessus. Oui, bien, il reste plus de temps, mais... Non, j'avais rien à ajouter de toute façon, Sébastien. Que voulez-vous que j'ajoute à ça? C'est ça. Voilà. J'ai plus rien à dire. Le baril de pétrole, je n'avais pas vu, mais c'est vrai, c'est un baril de pétrole. D'accord. Oui. Intéressant. Merci, les amis. Bon après-midi. Et on se reparle demain. À demain.